YouTube Worlds, bonjour. Alors pourquoi ce titre, la chronique lecture, cette fois c'est vraiment la dernière, enfin je sais pas trop comment je vais tourner le titre, mais en tout cas je vais annoncer d'office que ce sera la dernière chronique lecture, parce que simplement pourquoi ce titre, parce que ce sera la dernière chronique lecture sur cette chaîne. On y reviendra vraiment plus en détail et comment ça va se passer pour tout ce qui concerne les livres et la lecture, après avoir fait mes critiques de tous les livres que j'ai lus dernièrement. Et pensez bien que là, il y a un petit peu de taf parce que forcément, je vais épurer tout ce que j'ai lu pour repartir de zéro pour ce que je veux faire ensuite avec mes lectures. Sans plus attendre, parce qu'il ne sert à rien de tergiverser, on va entrer dans le vif du sujet avec cette première lecture qui est donc... hop, je vais essayer de bien... Voilà, on est pas mal. Le jardin des anatomistes de l'autrice Noémie Adony, je suppose que ça se dit comme ça, paru aux éditions Robert Laffont. Nous sommes catapultés en mars 1673 dans un Paris sombre, lugubre, dégueulasse au possible, et nous faisons la connaissance de Sébastien de Noaillat qui... pour être tout à fait honnête, dès le début, on sent que le mec, il vit l'angoisse du siècle de se rendre dans ce Paris-là parce que il est un petit peu tout ce qui est crasse et ce qui est un peu sombre. Tu comprends très vite que ce n'est pas sa tasse de thé. Sébastien est un jeune herboriste et il trimballe un peu partout une besace avec ce qu'il considère dedans être son trésor personnel. C'est le journal d'Aimar de Noaillat qui est un proche parent de Sébastien. Et il y tient parce que pour lui, c'est un journal qui contient des choses qui pourraient bouleverser pas mal d'autres choses. Et il voudrait surtout soumettre ce journal à un éminent botaniste et médecin qui est Denis Dodart pour enfin avoir la reconnaissance qu'il espère depuis quelque temps déjà. En attendant cette hypothétique heure de gloire, parce qu'on n'y est pas quand même, il fait la rencontre lors d'une dissection publique. Alors, la dissection à l'époque, tout ce qui est chirurgie, à cette époque-là, c'était un peu considéré comme de la boucherie. Hein. De toute façon, dans les descriptions du bouquin, on perçoit très vite qu'on est très loin de ce que nous, on connaît sur la chirurgie d'aujourd'hui. Et donc, lors de cette dissection publique, Sébastien fait la connaissance de 3 autres jeunes hommes avec qui il va fraterniser. Et il va s'acoquiner. Et c'est donc accompagné de Charles, Alexandre et Gaspard, ces 3 potes, qu'ils vont se faire une petite soirée dans une auberge bien alcoolisée. Ils vont bien se retourner tout ce qui est matière grise, neurones et compagnie. Sauf que on s'éclate bien, mais le lendemain au réveil, forcément, ça pique bicose gueule de bois. Mais pas que, parce que au réveil, les 3 garçons, vu que de base ils sont 4, les 3 garçons s'aperçoivent que Gaspard, quick, terminado, on ferme, au revoir, bonne nuit et à la revoyure. Vous l'aurez compris, le corps de Gaspard gisant à même son propre sang sur le sol. Il y a des cris parce que les 3 autres gars prennent peur. L'aubergiste, très logiquement, monte pour « Oh, c'est quoi le bordel? Tu crois chez ta mère ?» Mais quand il ouvre la porte, il voit le Gaspard quiqué. Donc, il appelle la police en disant « Il y a un petit problème, les gars, faut venir là. » Et donc, nos 3 compères sont embarqués pour être entendus et mis au cachot si jamais il y a quelques soupçons. Et les soupçons vont pas traîner. Hein. En même temps, ils étaient 4 dans la même chambre. C'est-à-dire qu'à un moment, ceci explique cela. Plus que les autres, Charles est quand même le premier suspect parce qu'il avait il y avait des raisons un peu plus soutenues pour que lui soit suspecté d'avoir zigouillé son pote Gaspard. Sauf que les doutes vont très vite être levés, étant donné que des meurtres avec le même mode opératoire vont quand même avoir lieu alors que les gars sont arrêtés et donc en geôle. Donc très vite, les doutes sont levés et les 3 autres compères sont relâchés. Mais dans tout ce tumulte et cette peur, et en même temps, on en sera à moins. Hein. Tu te réveilles, ton pote est zigouillé, enfin ton pote...
y a un mec zigouillé au milieu de la chambre, bon, c'est-à-dire que tu penses pas tout de suite, tiens, j'ai ma besace avec mon journal des Marbres, faut pas que je l'oublie. Sébastien s'aperçoit qu'il est parti sans son précieux trésor, et là, c'est panique à bord. Il faut absolument remettre la main sur le journal des Marbres, parce que sinon, tous ces projets tombent à l'eau. Va suivre une série de meurtres avec un mode opératoire un peu particulier, puisque ces meurtres vont s'inspirer des travaux du docteur Pierre Dionis, qui en gros, je vous parlais de dissection publique, qui en gros fait des, comment on appelle ça, les médecins légistes. Vous l'avez, hein, moi je l'ai pas. Des autopsies, et que l'autre particularité, si j'ai bien compris tout ce que j'ai compris, c'est qu'on s'aperçoit qu'il manque des trucs, hein, quand on regarde un peu comment ça s'est passé au niveau du meurtre, il manque des organes parfois dans certains corps retrouvés. J'ai passé un très bon moment de lecture. Attention, c'est pas un coup de cœur. Je trouve néanmoins qu'il faut quand même mettre un point d'honneur au travail, on va dire à la documentation historique de ce bouquin. Maintenant, le personnage principal, qui est celui de Sébastien de Nouala, m'a un petit peu brouté de temps en temps. J'avais parfois envie d'y dire, mais arrête! C'est-à-dire qu'il sait pas, il est tout le temps en train de dire et si, et si, et si. Il y a un nombre incalculable de choix, il sait pas faire ses choix, au-delà du fait que ce soit un mec hyper angoissé, hyper... c'est voilà, il est toujours face à des choix. Il est, je trouve que c'est un personnage qui peut fatiguer le lecteur. Si tu veux, par rapport au personnage principal, il y a la naïveté selon moi, hein. De toute façon, ce sont mes avis lecture, donc mon avis n'engage que moi, mais dans un personnage, il y a ce brin de naïveté qui peut rendre le personnage touchant. Là, c'est trop. Voilà. Je trouve qu'au niveau de ce trait-là, naïveté, qui découvre complètement le monde, ça s'entend, hein. Mais le trait est un peu trop poussé selon moi. Au demeurant, ça reste quand même un livre hyper intéressant parce que, par exemple, historiquement parlant, la médecine, elle était considérée plutôt comme très noble à cette époque-là. Par contre, la chirurgie, c'était quand même autre chose, je vous l'ai dit. La chirurgie était considérée comme le diable en personne, comme une vraie boucherie. Donc, on comprend qu'aujourd'hui, la chirurgie, c'est vraiment quelque chose de non seulement de salvateur, puisqu'elle peut te sauver la vie, et en plus, pour ce qui est d'une autre chirurgie, elle peut réparer certaines choses. Mais à l'époque, c'était pas ça du tout. Donc, il y a des pans vraiment très intéressants, historiquement parlant, en tout cas, dans ce bouquin. Et cela va sans dire, on parle d'une époque quand même où l'anesthésie... Ah bah non, l'anesthésie, pourquoi faire? Ça sert à rien, on va... pas de problème. Et alors, quant à l'hygiène et l'aseptisation du matériel, là... c'est la jachère complète. Et au-delà du personnage principal, Sébastien de Nouala, qui pour moi, et après peut-être que pour d'autres, lui trouveront des qualités, qui moi m'a un petit peu agacé, je trouve quand même qu'il y a un très beau travail au niveau de l'écriture. La plume est très jolie, je découvre l'autrice et je trouve que la plume est intelligente en fait, c'est ça, c'est que c'est documenté, c'est vraiment pas de la déco pour poser de la déco, il y a vraiment un vrai travail il y a un vrai travail de recherche autour de ça, et ça rend, disons que c'est ce côté-là qui, moi, m'a attrapé et m'a captivé, en fait. Les descriptions, ce Paris sombre, j'ai toujours aimé, comme ça, quand on voyage un peu dans le temps, de retrouver, quand on parle de Paris à une époque comme ça, c'est toujours un Paris un peu crasseux, un peu glauque, et j'aime bien. Et pour la petite recommandation de fin, est-ce que donc je vous recommande Le Jardin des anatomistes de Noémie Adoni? Écoutez, oui, ça a été un très bon... Un voyage comme ça dans le temps avec des choses, voilà, du vrai travail. Donc oui, c'est pas un coup de cœur, mais ce fut en tout cas une lecture enrichissante, plaisante et intelligente. Pour le livre suivant, je l'ai attendu celui-là, puisqu'on va parler de L'Empire des damnés de J. Christophe, paru aux éditions de Saxus, sachant que, histoire de faire une petite piqûre de rappel, j'avais lu le tome 1 qui était L'Empire des vampires en lecture commune avec Élodie et Gwen. Donc je l'attendais de pied ferme, ce tome 2. Sachant que là, pour faire un retour sur le tome 2, c'est un peu complexe parce que le but n'est pas de spoiler le tome 1.
Tu vois, donc je vais essayer de faire les choses le plus correctement possible sans en dire trop, ce qui n'est pas évident comme ça quand il faut décrire des sagas et que faut impérativement avoir lu le tome 1 pour comprendre le tome 2. Bien que ça commence plutôt bien avec ce tome 2 puisque J. Christophe remet tout en place. Il te fait des petits points de rappel si jamais tu as quelques failles. Il comble les failles en remettant en situation très brièvement, en faisant un résumé très court du tome 1, mais très court mais efficace. Donc ça commence plutôt bien puisqu'on reprend finalement là où on s'était arrêté. Nous retrouvons bien évidemment des personnages du tome 1 et heureusement parce que tu sais quand tu lis une saga comme ça et que le premier jet t'a vraiment attrapé, tu retrouves un peu comme une famille. Donc on retrouve évidemment Gabriel de Leon, on retrouve Dior la Chance et la quête continue. En fait la quête c'est d'enfin finalement mettre un terme à la mort du jour. Bien évidemment, on retrouve le marquis Jean-François Chastain, le vampire sang pur, et on fait la connaissance de nouveaux personnages. J'essaye de peser mon truc pour pas partir en spoil. Quoi qu'il en soit, ce que je peux dire sur cette lecture, bien que ce second opus ne soit absolument pas dénué de cruauté et tout ce qu'on a pu, qui était satisfaisant dans le tome 1, néanmoins, je le trouve un peu moins rugueux, un peu moins, tu sais, un peu moins piquant que le tome 1. Et c'est vraiment un détail que j'avais apprécié. Par exemple, je vais prendre le personnage pour moi qui est le personnage principal, donc Gabriel de Leon. Dans le tome 1, le mec, c'est un... Voilà, il est là, quoi. Il n'est pas venu là pour ramasser des cailloux et faire un feu. Et bah, alors ça peut plaire, hein, ça a sûrement un public, mais dans le tome 2, Gabriel de Leon, je le trouve plus cool, plus dans un esprit paternel et de ce fait adouci. Et je crois pas que j'aime cette tournure que prend le personnage. Mais une fois encore, il ne s'agit que d'un goût très perso. La taille du bouquin. Alors là, je suis un peu plus encore mitigée puisque je savais que je partais sur un pavé. Mais je trouve, et j'avais pas eu cet effet-là dans le tome 1, dans l'Empire des Vampires, je trouve que là, dans l'Empire des Damnés, j'ai le sentiment qu'il y a des longueurs qui sont totalement dispensables au bouquin. Malgré tout, ces choses dispensables sont là. Et pour ma part, c'est vrai que je me suis dit à certains moments, mais ça, concrètement, ça nous apporte rien de plus, on s'en fout un petit peu, si tu veux. Dans ce tome 2, mon sentiment, c'est que J. Christophe, donc il y a bien ces nouveaux personnages qui arrivent avec les anciens, et en fait, ça étoffe l'histoire, c'est le but de la démarche, mais je trouve vraiment, pour ma part, que l'arrivée de certains nouveaux personnages fait perdre en acidité qu'on a apprécié, pour ceux qui pensent un peu comme moi, fait perdre un peu globalement en acidité à la lecture à la plume. Et moi, c'est vraiment ça que j'avais aimé dans le tome 1. Et au niveau, et ça c'est important parce que ça je l'ai souligné dans mon carnet de lecture, au niveau de l'axe du roman, j'aurais apprécié sans prétention aucune, hein, je n'ai pas le talent de J. Christophe, entendons-nous bien, c'est vraiment un simple avis, j'aurais apprécié qu'il y ait un équilibre entre l'intrigue et les personnages. Là, le sentiment que moi j'éprouve à l'issue de ma lecture, c'est que tout a été axé sur les personnages avec des dialogues. Mais des dialogues, c'était long. Il y a beaucoup, énormément de dialogues. Et alors, pour ma part, des dialogues, oui, ok, mais pas sur des pages et des pages et des pages et des pages. Ça a amené un poids, une pesanteur sur ma lecture qui a, une fois de plus, contribué à nuire un peu à mon plaisir. Alors, sachez que ce retour lecture peut vous paraître mitigé, vous avez raison, ça l'est. Pour autant, est-ce que ça m'a coupé l'envie de connaître la fin de cette saga, de cette trilogie? Pas du tout. Est-ce que je vous recommande la lecture de l'Empire des Damnés de J. Christophe? Oui, mais je vous dirais presque sous la seule condition de vous faire d'abord l'Empire des Vampires. Sinon, je pense que même s'il y a un beau résumé et un beau récapitulatif de J. Christophe en début du tome 2, je vois pas l'intérêt si on n'a quand même pas
fait la connaissance des personnages tels que Dior Lachance, Gabriel de Léon dans le tome 1. Ça n'a aucun intérêt. Pour moi, il faut absolument lire l'Empire des vampires avant l'Empire des damnés. Et j'irai même plus loin, me tarde d'avoir le tome 3 pour voir le dénouement. Pour le livre suivant, changement complet d'ambiance, puisqu'on part avec Morgane Moncomble, un printemps pour te succomber, aux éditions Hugo Publishing. Bon, alors pas de suspense, j'ai kiffé. J'ai kiffé, plus. Avril 2024. Et cette fois, nous allons faire plus ample connaissance avec Nolia Kumar, on va dire Kumar. Et Nolia, elle vient à peine de s'extirper d'une relation... dire qu'elle était toxique serait un euphémisme, d'une relation toxique avec Enzo. Sauf que de cette union, la petite Nazina est née, à la petite nuance, au petit détail près, qu'Enzo, le mec de la relation toxique, n'est absolument pas au courant de l'existence de sa fille. Nolia a pris la décision de garder son enfant, de l'assumer seule, de l'élever seule. Peut-être qu'elle n'imaginait pas que ses parents, eux, de leur côté, n'accepteraient pas du tout cet état de fait et allaient simplement lui couper les vivres, puisque pour la petit détail supplémentaire, Nolia est issue d'une famille... En fait, Nolia n'a jamais manqué de rien. Elle est issue d'une famille plutôt très aisée, qui ont toujours été présents pour l'aider, sauf que là, ils sont pas d'accord et ils le font savoir en lui coupant l'herbe sous le pied et terminer les petites aides, terminer l'argent, démerde-toi toute seule avec ta gamine. Sauf que Nolia, à un moment, elle est vraiment dans la merde, c'est-à-dire que sa situation financière se dégrade considérablement et elle ne va pas avoir le choix que reprendre contact avec ses parents pour quand même solliciter une aide, parce que à défaut d'être seule, elle pense à sa fille et ça devient plus possible, cette merde financière. Donc elle contacte ses parents, le rendez-vous est pris, elle leur fait part qu'elle a besoin de leur aide parce que on est dans une merde premium. Ah, ils sont OK, hein. À une seule condition, c'est qu'elle se marie avec le papa de la gamine Enzo, puisque eux ne sont évidemment pas au courant que c'est une personne très toxique. Alors pour Nolia, vous vous doutez bien que c'est complètement inaudible cette seule option. Et pour se dépatouiller, je dirais, de tout ça, alors c'est une drôle de façon de se dépatouiller, mais je pense que c'est la seule option qu'elle a eue à ce moment-là. Elle se dit, je vais leur sortir le mytho du siècle et je vais leur dire que j'ai quelqu'un. Sauf qu'à ce moment-là, elle a personne, hein. Donc c'est de l'improvisation totale. Elle est fiancée, donc ce qui veut dire que prochainement mariée. Donc elle obtient ce qu'elle était venue solliciter auprès de ses parents. C'est à cet instant qu'entre en scène Camille Levesque, alors forcément vous vous doutez dans les descriptions beau gosse à souhait, avec une réputation quelque peu sulfureuse, puisque en gros, pour faire simple, le mec, il évolue un peu dans un secteur, le secteur du FNU, quoi, hein, appli d'escorting. Alors, l'escorting ne veut pas dire forcément FNU, mais c'est vrai que c'est une branche qui a mauvaise réputation. Il a une sextape qu'il poursuit un petit peu. Et les conseils de Camille Levesque lui soumettent quand même l'idée qu'il va falloir calmer un peu le jeu, puisque lui, il a quand même des projets professionnels. Et cette réputation-là pourrait quand même mettre un gros frein à ces projets-là. Alors l'idée, je pense que vous captez, l'idée ce serait qu'il trouve une femme totalement irréprochable, de faire un mariage totalement irréprochable et quelque part assainir un petit peu cette réputation sulfureuse et qu'il dépasse un petit peu. Ce qui va être fait parce qu'on va se débarrasser de quelques détails. Nolia et Camille Levesque se rencontrent déjà dans un premier temps par le fruit du hasard et puis vont finalement signer un contrat pour se marier et que chacun amène ce que l'autre attend. Faux mariage, fausse relation, vie de rêve inventée, voilà, pour plaire à tout le monde. Service rendu mutuel, très très bien. Et au début, tout est très froid, hein. Il n'est pas question que...
Et puis Camille va faire la connaissance de Nazina, la petite de Nolia. Il y a des passages comme ça qui sont très attendrissants par rapport à un Barbeau. Au début, tu te dis, c'est chaud quand même, le Barbeau. C'est vrai qu'il a une réputation qui le précède et c'est pas terrible. Ce qui est très étrange avec ce bouquin, c'est la magie qui se crée quand tu lis ce genre de livre, c'est qu'au début, j'avais pas d'accroche particulière avec les personnages, si ce n'est qu'avec la petite Nazina qui a rien demandé à personne. Mais j'avais pas d'accroche ni pour Nolia, ni pour Camille. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma lecture et au fur et à mesure que je faisais la connaissance de ces personnages que je ressentais une tendresse particulière parce que tout se construit et tout se construit de façon crédible parce qu'effectivement, je pense que le fait d'être dans une fausse relation comme ça, mais d'avoir cette obligation de proximité, j'ai presque envie de dire, ça passe ou ça casse. Il n'y a pas d'entre-deux, je pense. Il s'est passé quelque chose avec chacun des personnages. Même les moins plaisants, en fait, je crois qu'on aime les détester. Il se passe quelque chose avec chacun des personnages dans ce bouquin. Et ça, c'est chouette parce que ça te tient en haleine pendant tout le bouquin. Et puis, il y a une évolution. J'ai trouvé qu'il y avait une chouette évolution d'un personnage qui, de base, tu te dis, oh, c'est chaud. Il évolue plutôt correctement et dans le bon sens. Et ça aussi, c'est hyper plaisant à lire. Il y a des sujets que je trouve assez intelligemment abordés, mais une fois de plus, je vous le dis, parce que je sais que c'est un livre qui a soulevé quelques polémiques, enfin, quelques trucs à dire. Moi, j'oublie pas que c'est de la fiction. Enfin, bref, après, chacun voit midi à sa porte. Mais j'ai adoré ce bouquin. Donc, en conclusion, est-ce que je vous recommande déjà la série Seasons, la saga Seasons de Morgane Moncomble? Absolument. Et comme je vous le disais, me tarde réellement d'être allaitée. Si je dois vous faire un point, j'ai lu les 3 premiers. Mon préféré, c'est celui-ci. Pardon pour le... Voilà. Mon préféré, ça reste Un printemps pour te succomber parce que c'est peut-être le seul qui m'a vraiment tenu dedans de la page 1 à la dernière. Pour la lecture suivante, on retourne un peu dans mes habitudes, dans mon registre, quoique... Je dois quand même volontiers admettre que dernièrement, je m'ouvre à de nouveaux horizons, puisque nous partons avec Nico Takian, je ne sais pas trop comment ça se dit, Triangle Noir, paru aux éditions Calman Levy. Alors pour ce livre, lecteurs, lectrices, soyez les bienvenus. Nous embarquons à bord du Nico Takian Airlines. Nous vous proposons une virée dans les enfers, une rencontre exceptionnelle avec les suppôts de Satan et un dîner sur le thème de la folie humaine. Après vous, je vous en prie. Je découvre pas l'auteur. J'ai déjà lu des livres de cet auteur et lui aussi, il n'est pas venu là pour passer un coup de toile. Ça démarre très très fort puisqu'on est de suite amené sur une scène de crime absolument abjecte où on retrouve le corps de 2 jeunes garçons nus, mutilés. Et il manque quelques organes de ci, de là. Des corps avec des organes manquants, mais avec la particularité d'un marquage comme un tatouage, mais fait au fer rouge d'un triangle noir. Forcément, l'enquête va très vite débuter. Elle est confiée à Max Keller, qui est un flic... Pareil, lui, il sait pourquoi il est venu et c'est un flic acharné et très méticuleux et qui veut savoir de quoi il retourne. Ce qui est hyper intéressant dans ce thriller, c'est que nous avons une enquête dans l'enquête, puisque d'un autre côté, nous faisons la rencontre de Pierre Martignas, qui est un psychiatre spécialisé en criminologie et qui va se retrouver convoqué par une femme, je me rappelle plus de son nom, mais une femme très haut placée, une femme qui a les moyens et qui, pour des raisons qui, selon moi, me semblent tout à fait légitimes, mais que je ne vous dévoilerai pas ici, veut connaître la raison de ces meurtres et surtout qui est à l'origine de ces meurtres. Et pour ce faire, elle donne tous les moyens, même les plus utopiques, possibles et imaginables pour résoudre et trouver et qu'elle ait des réponses à ces questions. Indice par indice, élément
par élément. Au fur et à mesure de l'enquête, on va aller vers des trucs, vraiment des trucs très très glauques. Alors il y a plusieurs questions qui se posent. Secte, rites sataniques, culte obscur. Je vous avoue qu'on est un peu baladé et ça c'est très bon de se sentir baladé parce qu'on ne sait pas trop où on met les pieds ou est-ce que finalement ce n'est absolument rien de tout ça. Mais alors, c'est une lecture déjà pour un public, je trouve, averti, parce qu'il y a des passages, ça te prend un peu aux tripes et tu te dis, mais c'est pas possible. Et dans un même temps, tu sais, alors ce genre de lecture, c'est toujours un peu à double tranchant, parce que tu sais que ce qu'on peut lire parfois n'est plus que de l'ordre de la fiction. Hein, il y a des choses qu'on lit maintenant qu'on peut voir si on regarde les infos. Ça te tord un peu les tripes et tu te dis merde quoi. T'es tellement dans ta lecture parce que ça y est, une fois que t'as foutu les pieds dans le glauque, tu y es, donc t'en veux. J'ai absolument rien à reprocher à ce livre. J'ai adoré ma lecture, si abject certains passages soient-ils. S'il y a un petit bémol, si je veux chipoter, c'est que je trouve que le profil des personnages est très bien ficelé, très bien amené. Mais j'aurais apprécié qu'on creuse un peu plus le profil psychologique des personnages les plus sombres. Si tu veux, il y a des passages qui sont tellement fous que tu te dis comment... On sait que le cerveau peut déraper, le cerveau peut lâcher la rampe, mais là... Et en même temps, est-ce que l'auteur sait? Est-ce que l'auteur peut s'avancer à ce point? Je suis pas sûre. Je retrouve la plume que je connaissais déjà de l'auteur, une plume incisive avec des mots choisis qui ne sont pas faits pour édulcorer le récit. Bref, on est sur un thriller psychologique digne du nom. Par conséquent, est-ce que je vous recommande Triangle Noir de Nico Takian? Mais hop, plus. Hein. Pour le livre suivant, c'est très étrange parce que je n'arrive pas à trouver de maison d'édition. Bref. Pour le livre suivant, nous allons parler du livre de Clara Anne Simons, je suppose que ça se dit comme ça, qui est le livre Sorcière. Sur le papier, c'était hyper prometteur. L'autrice proposait une sorte de retelling de la légende du roi Arthur, donc voilà, réécrire, réinventer l'histoire avec quelques variantes, l'idée me séduisait. Par quoi commencer ? Donc le personnage d'Anna semble avoir été happé. On ne comprend pas très bien comment, de quelle façon, si elle est tombée, si elle a trébuché, on ne comprend pas très bien, mais semble avoir été happée par un portail temporel qui l'a expédié directement en l'an 100. Et je crois que bien avant d'ailleurs, je suis même sûre, bien avant même la naissance du roi Arthur. Et pour cause, Anna va rencontrer Uther Pendragon ainsi que Ygraine qui à ce moment-là est enceinte. Donc enceinte du futur Arthur, d'accord ? Elle va aussi, et également, et qui prend quand même toute sa place, faire la rencontre de Nimue, qui, contrairement à ce ce que racontent les légendes arthuriennes, ici, la fée Nimue est vraiment plutôt une bonne fée. Hein, ce qui n'est pas toujours le cas quand on se fie à ce qu'on peut lire dans les légendes. Premier bémol pour moi, c'est qu'on parle de réécriture, qu'on parle de retelling, sauf que pour moi, ça n'en est pas une du tout, puisque des détails subsistent de l'histoire, mais vraiment des petits détails, mais l'histoire de ce roman n'a quasiment plus rien à voir avec la légende. Donc, retelling, je veux bien, mais là, on est sur du remodeling total, quoi. Je fais ce que je veux, ing. J'ai décrété que je faisais ce que je veux, et si vous n'êtes pas content, je vous emmerding. Maintenant, venons-en à la romance de ce livre, parce que elle prend quand même énormément de place, pour ne pas dire toute la place. D'une histoire, d'une romance qui, pareil, hein, on était sur quelque chose de plutôt prometteur parce que on parle d'un amour entre deux femmes à deux époques différentes et deux époques très différentes puisque vous vous doutez bien qu'à cette époque-là, les notions de consentement et de place de la femme, tout ça dans le fenouil à balayette. Donc, je trouvais intéressant de voir ce que l'une et l'autre pouvaient amener à l'une et à l'autre. Et surtout à une époque où ne parlons même pas de l'homosexualité,
puisqu'il n'en est guère question. Donc, je trouvais ça hyper prometteur parce que, selon moi, il y avait tellement à faire d'une romance comme ça, de femmes de deux mondes différents, de deux époques différentes, avec des codes à l'opposé, c'est peu de le dire. Je me suis dit, ça va en jeter. Ah, pas tellement, non. Ça en jette pas parce qu'on n'a finalement aucun développement sur cette romance, alors qu'elle prend absolument toute la place. Je n'ai pas compris du tout, par rapport à cette romance, le parti pris de l'autrice. Même si, dans ce bouquin, la réécriture de la légende du roi Arthur est quelque peu tirée par les cheveux, voire parfois complètement pas en phase avec la légende, bon, pour ma part, je vous le dis honnêtement, ça aurait pu passer. Mais là où moi, ça plante dur, sec, et que j'en démords pas, c'est que comment tu peux amener une romance comme ça, où il y avait des tas de choses à développer autour, faire de cette romance vraiment quelque chose qui prend toute la place, sans jamais ouvrir aucun horizon. Pourquoi ? J'ai pas du tout adhéré à la plume de l'autrice, j'ai pas du tout adhéré à la trame parce que je trouve néanmoins qu'il y a quand même eu le choix tout s'est beaucoup reposé sur certaines facilités. J'aurais tellement aimé voir du développement sans non plus qu'on soit dans une dissertation littéraire, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais développer un peu ce qui prenait la place, développer le profil psychologique et le profil tout court d'ailleurs, pas spécialement psychologique, le profil tout court, plus de descriptions sur les personnages, plus de descriptions sur comment à cette époque-là, enfin voilà, j'aurais aimé par exemple que la fée Nimue, creuse un peu, ouais, il y avait rien, c'était assez creux. Donc, est-ce que je vous recommande la lecture de Sorcière de Clara Anne Simons? Bah non. Non, parce que simplement, vous allez vous ennuyer. Si au début, ça vous semble prometteur dans les premières pages, vous allez vite déchanter. Donc non, je ne recommande absolument pas ce livre. Pour le livre suivant, je vais être très bref parce que on retrouve exactement la même mécanique, la même introduction que le premier, Les morts ont la parole. Je vais très brièvement vous parler de Entretien avec un cadavre du docteur Philippe Boxeau, paru aux éditions Kennes. J'avais donc lu dans la dernière vidéo chronique lecture que je vous ai proposée, j'avais lu Les morts ont la parole, c'est exactement la même chose. C'est donc un médecin légiste qui explique son métier avec beaucoup de respect. Évidemment, on retrouve des expériences et des anecdotes qui te font un peu froid dans le dos, parce que là, vraiment, c'est la réalité. C'est un médecin légiste qui décrit son métier, donc tu peux pas plus être dans la vérité. Et je répéterai ce que j'ai dit pour le livre Les morts ont la parole. Il y a beaucoup de vie dans ces histoires de mort à ce docteur Philippe Boxeau. Donc, si aborder, lire tout ce qui a trait à la mort ne vous effraie pas, vous passerez un très bon moment avec l'expérience et les anecdotes du docteur Philippe Boxeau. Je vous le recommande, oui, mais à condition d'encaisser un peu tout ça, parce qu'on parle quand même de mort et donc de vie. Le livre suivant, là aussi, je vais passer très vite dessus puisque je vais vous mettre le lien directement en barre d'infos. Il s'agit du livre Angel of Greenwood de l'autrice Randy Pink, paru aux éditions Slalom. Et c'est un livre que j'ai partagé en lecture commune avec Elodie et Gwen. L'avis, si vous voulez le voir, il faut aller sur la chaîne de Gwen. Je vous mets le lien en barre d'infos. Pour le livre suivant, c'est mon petit plaisir coupable. Nous retrouvons Shalini Boland avec la saga Les Vampires de Marchwood. Ici, nous sommes sur le tome 2 qui est Taken et qui est paru aux éditions Corrigan. Alors évidemment, avant de commencer ce retour, il me semble indispensable de vous dire que pour comprendre le tome 2, il faut avoir lu le tome 1. Cela va de soi. Nous retrouvons donc dans ce tome 2 Maddie qui est âgée de 17 ans, qui est maintenant riche héritière de son manoir, son petit frère Ben, ainsi que toute sa cliquée de joyeux vampires. Premier détail que j'affectionne particulièrement, la double temporalité. Alors moi, j'ai un vrai problème
problème avec ça, parce que dès lors que dans un bouquin, tu as des temporalités différentes, ça m'attrape, mais d'une force. C'est comme si je plongeais dans un truc et que j'arrive pas à m'en dépêtrer. Je me suis fait tellement violence pour arrêter la lecture, pour savourer ce bouquin. On a 2 temporalités, tantôt en l'an 571 et tantôt de nos jours. L'autre point fort, parce que parfois tu as l'arrivée de nouveaux personnages, c'est chiant, mais là on a l'arrivée d'un nouveau personnage qui s'appelle Aelia, et là, alors elle, c'est vraiment une véritable plus-value à ce tome 2. Qui dit nouveau personnage croustillant, dit nouvelles informations, et dit surtout qu'on va creuser ce qu'on avait commencé dans le tome 1. Pour rappel, ou juste pour donner une indication à ceux qui n'ont pas lu le tome 1, Maddie, dans le tome 1, elle hérite d'un manoir, et dans le sous-sol, hein, vraiment je raccourcis le truc, hein, dans le sous-sol, elle trouve des boîtes, donc qui ne sont pas des cercueils, mais des boîtes. Et là-dedans, il y a comme des statues, seulement à un moment, les statues se réveillent, et il s'avère que ce sont des vampires. Mais des vampires venant de très loin dans le temps. L'un des vampires s'appelle Alexandre, et Alexandre et Maddie tombent follement amoureux. Mais alors, d'un amour, tu sais, amour humain-vampire, toi-même tu sais, Bella, Hélène, tout ça, vous savez, hein, Elena, Salvatore. Moi, c'est pour ça que je reste célibataire. J'attends l'attaque à la canine. Et donc, pour faire simple, dans ce tome 2, tout se passe bien. Maddie et sa cliquée de vampires ainsi que son petit frère se réjouissent des fêtes de fin d'année. L'action commence dans une patinoire. Vous savez, les patinoires qu'on a en extérieur pendant les marchés de Noël. Maddie s'en va récupérer des boissons chaudes, sauf qu'elle n'en revient pas. Alexandre, son amoureux vampire, fou d'inquiétude, commence à aller de droite et de gauche et se rend compte fatalement avec quelques indices de ci de là que Maddie a été kidnappée. Ça vient se confirmer avec une lettre reçue au manoir où il y a une sorte d'ultimatum sur la lettre en disant si tu ne te rends pas là à tel moment, Maddie mourra. Point de suspension, démerde-toi avec ça. Et c'est ainsi que dans ce tome 2, nous allons suivre les péripéties de Maddie, d'Alexandre et de toute la cliquée là-dedans et joyeuse et compagnie. J'ai adoré ce tome 2. Il me donne juste envie d'aller au tome 3. J'ai adoré ma lecture. Très addictive. J'étais à donf. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce tome 2 par rapport à Maddie, donc le personnage vraiment depuis le début, c'est l'émancipation du personnage de Maddie. Ça fait du bien de la voir un petit peu de vouloir un petit peu plus en découdre, être plus meneuse que suiveuse pour le coup. Et aussi, on a ce nouveau personnage qui est celui d'Aelia, et elle a une histoire que je trouve hyper touchante. Elle choisit vraiment quoi faire de son histoire, et elle choisit, entre guillemets, quoi et qui combattre. Et je trouve aussi que ça amène, c'est vraiment une belle surprise, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les nouveaux personnages, généralement, ça passe ou ça casse. Et là, c'est vraiment une très belle surprise. En conclusion, est-ce que je vous recommande Shalini Bolland, tome 1, tome 2, même le tome 3, j'anticipe avant même de l'avoir lu, avant même qu'il soit paru. Vraiment, j'ai passé un très bon moment. Pour le livre qui suit, évidemment, Karen Ponte pour le livre Sur scène, paru chez Fleuve Édition. Karen Ponte. Je suis très fan de cette femme. Avec ce livre, nous faisons la connaissance de Ginger, et nous faisons la connaissance de Ginger dans des conditions quelque peu particulières, puisque nous apprenons, nous, en tant que lecteurs et lectrices, la récidive de son cancer en même temps qu'elle. Ginger est un peu dépeinte comme une battante, elle a monté elle-même son affaire, elle drive son restaurant de main de maître, mais pour être tout à fait clair, cette annonce de récidive de son cancer, c'est un vrai coup de massue. Et il y a une sorte d'intuition qui lui fait comprendre que là, le temps, il est précieux et qu'il va falloir l'utiliser à bon escient. Nous rencontrons également Lola. Lola qui est la meilleure amie de Ginger et qui a un profil diamétralement opposé à celui de Ginger, puisque, en fait, Lola, elle est littéralement rongée par ses angoisses, ses peurs, ses craintes. Alors, la faute à qui, si on suit si on comprend ce qu'on lit,
elle a eu une mère hyper protectrice au point où ça en devienne néfaste, hein, ça en est devenu néfaste pour la vie, la jeune adulte, l'adulte qu'est Lola. Et en fait, il faut savoir que pour Lola, tous les paramètres de la vie sont un danger potentiel, une crainte, une peur hypothétique. Ça lui pourrit simplement la vie, au point quand même pour chaque chose du quotidien de mesurer en unité d'angoisse, paramètres qu'elle a mis elle-même en place pour essayer d'anticiper ce qu'elle n'arrive pas du tout à anticiper. On parle d'attaque de panique, d'angoisse, donc je ne pense pas que ce soit... Ça peut aider, ça peut te cadrer, mais à son stade à elle, c'est plus problématique que ça encore. Après une soirée avec sa meilleure amie Lola, Ginger tombe sur une cassette où elle a 15 ans sur cette cassette, donc elle la met en marche. C'est sa maman qui filmait, maman qui est décédée, qui a elle-même écourté sa vie. Et sa maman est en train de filmer pendant que Ginger est en train de chanter un morceau d'une comédie musicale de Broadway. Et à ce moment-là, Ginger se rappelle que son rêve, c'est un jour de chanter à Broadway. Ginger décide de réaliser son rêve. Elle sait, elle sent qu'elle va manquer de temps. Et donc, on va dire, le but ultime, c'est de réaliser ce rêve accompagné de sa meilleure amie Lola, aller à New York, chanter à Broadway et faire son possible pour que ce rêve devienne une réalité. Forcément, et ce, malgré les avertissements de l'oncologue, en pleine conscience, Ginger décide de ne pas suivre les traitements. Son urgence à elle, l'urgence de Ginger du moment, c'est de réaliser son rêve, ni plus ni moins. L'épopée new-yorkaise de Ginger et Lola commence alors non sans mal, parce que il y a les craintes, les peurs, les inquiétudes liées à la récidive du cancer, à la maladie de Ginger, mais aussi les angoisses et les attaques de panique de Lola qui ne facilitent pas cette épopée. Mais on parle surtout, dans tout ça, on sent très vite que on parle d'une magnifique histoire d'amitié, mais dans son sens pur. Une amitié que Karen Pont n'a pas cherché à dramatiser ou à édulcorer. Et c'est ça que j'adore avec cette autrice, c'est qu'elle ne cherche pas midi à 14h. Voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Tout est crédible, tout est très palpable. Parce que une amitié, ça a des hauts et des bas. Il y a parfois des mots qui fusent sous la colère. Il y a des regrets. Il y a des choses qu'on aurait dû dire et qu'on ne dit pas. Bref, il y a surtout de l'amour. Parce que une histoire d'amitié, c'est aussi une histoire d'amour. Bien différente d'une histoire d'amour comme on l'entend, mais dans toute amitié, il y a forcément une notion d'amour aussi, sans qu'il y ait le côté physique, entendons-nous bien. Une fois encore, la plume de Karen Pont est d'une justesse incroyable. Il n'y a pas un livre que j'ai pas aimé de cette autrice, d'une justesse incroyable, d'une crédibilité incroyable. T'as l'impression, en fait, quand tu lis son bouquin, que t'écoutes quelqu'un de très bienveillant te parler, mais sans le miel, sans le sucre, sans que ça vire à l'overdose comme ça, un peu de trop plein. Et ce que je trouve d'autant plus chouette, c'est que elle choisit les bons mots tout en approchant des sujets qui sont quelque peu délicats. La maladie, le cancer, les angoisses, la santé mentale. Bref, si vous craignez avec ce bouquin d'avoir le côté mielleux un peu qui peut être dérangeant, vous n'y êtes pas du tout. Il n'y a pas une once d'hypocrisie dans les propos et les mots choisis par Karen Pont. Est-ce que je vous recommande Sur scène de Karen Pont? Mais bien entendu que oui. Pour le livre suivant, on va passer très vite aussi parce que j'en ai parlé. Si vous voulez connaître mon avis, j'en ai parlé dans la catégorie le livre du mois de la Petite Gazette du mois d'avril 2024. Il s'agit du livre « Il n'est pas celui que vous croyez », je crois que c'est ça, ouais, c'est là. « Il n'est pas celui que vous croyez » de Valérie Benaïm, qui, très brièvement, fut une très belle surprise pour moi, mais si vous voulez retrouver la vie, je vous mets l'instant, vraiment l'instant, la séquence dans la Petite Gazette du mois en barre d'infos, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Pour le livre suivant, totale découverte pour moi, puisqu'il s'agit de « Dans la prochaine, je serai à l'heure » de l'autrice Eva Barthez,
paru aux éditions Homo Romance. Eh bien, sachez que je partais vraiment avec quasiment aucune attente, de la pure découverte, de la curiosité, et que ce fut une très très belle surprise. C'est l'histoire en fait de deux femmes que rien ne laissait penser à une rencontre. Dans un premier temps, nous avons Ève, qui est procureure du tribunal au Québec, je crois, au Canada, et qui est mariée depuis de nombreuses années à Caleb. Mariage qui s'est usé avec le temps, elle a une vie assez monotone, il n'y a plus cette flamme dans son couple. On sent vraiment l'usure. D'un autre côté, nous faisons la connaissance de Léna. Léna, qui est une jeune femme française expatriée au Canada, qui a eu, ma foi, un passé pas très facile. Elle a décidé de partir au Canada pour se dire peut-être que l'herbe il sera plus verte ailleurs. Elle se rend compte que c'est pas spécialement le cas. Et puis, Léna est une femme qui aime les femmes. Il faut croire qu'elle ne lui rende pas, étant donné qu'elle va de désillusion en désillusion sentimentale. Et chez elle aussi, on sent une usure. D'ailleurs, à un moment, elle dit clairement, enfin, elle est en train de penser, elle se demande à quoi bon, en fait, que juste ses parents auraient pu s'abstenir de la faire venir au monde. Voilà, elle ne comprend pas trop l'utilité de vivre pour avoir une vie comme ça. Alors que Ève, elle donne une conférence par rapport à son boulot. Léna se retrouve à rentrer. Il y a quelque chose qu'elle ne saisit pas qui la pousse à rentrer à l'intérieur du lieu du Palais des Congrès, je crois. Et là, elle va rencontrer visuellement, en tout cas, Ève. Et très vite, elles vont se retrouver toutes les deux. Léna fait un malaise parce qu'elle a un petit peu trop abusé sur les substances alcoolisées. Ève la retrouve au sol, elle la monte dans sa chambre et première rencontre, premier zébat très très sulfureux. Ah bah là tu veux du spicy, tu en as. Hein. Seulement, bah l'une des deux n'assume pas très bien le matin au réveil. Ève lève son œil, elle est mariée, elle pense de suite à Caleb, son mari, et elle se dit qu'est-ce que j'ai fait ? Et elle prend le parti de se barrer comme une voleuse, hein, communément appelée dans le jargon, en laissant 2-3 lignes sur un bout de papier au bout d'une table de nuit. Et puis, bah tiens, au réveil, t'auras la petite surprise, ma copine. Forcément, Léna, au réveil, trouve le bout de paplard. Autant vous dire qu'elle est dévastée, parce que encore une qui la laisse comme ça sur le carreau en plan. Encore une désillusion, encore une déception. À un moment, ça va. Mais tu sais, quand le destin a décidé de se mêler du truc, il se mêle du truc. Puisqu'en plus d'être procureur au tribunal, Ève est aussi chargée au sein de cet endroit, au sein du tribunal, du recrutement du personnel. Elle voit un CV qui lui paraît intéressant. Je précise quand même pour que vous puissiez comprendre que Ève s'est barrée comme une voleuse quelques années auparavant, puisqu'au moment où elle recrute le personnel, tu me vois venir, hein, où elle recrute le personnel, les années se sont écoulées par rapport à cette nuit sulfureuse avec Léna. Elle ne connaît pas le nom, elle s'est barrée comme une voleuse, elle a fait ce qu'elle avait à faire, mais elle n'a même pas demandé le prénom de la personne avec qui elle avait eu ces échanges physiques et enflammés. Et donc, elle a un CV qui est très intéressant et elle décide de contacter la personne pour la recevoir en entretien d'embauche. Ah bah oui, qui se présente à l'entretien d'embauche face à Ève ? Léna. Léna qui, les années ont passé, a refait sa vie, a quelqu'un dans sa vie, et Ève qui est restée mariée. Bref, sauf que c'est un peu la douche froide parce que Léna, elle a la dent dure, elle se souvient du petit mot laissé à la con sur un bout de table de nuit, et qu'elle reste très professionnelle, mais aussi très froide. Ce qui décontenance complètement Ève. Alors la question à se poser, oui, parce que je vais vous larguer là, en plan avec quelques... C'est que va-t-il se passer? Alors, on est dans de la pure romance, hein, romance un peu spicy de ci, de là, mais ça reste très, très léger. Hein. Il n'y a pas du fnu pour du fnu. Hein. C'est... Au contraire, mon point de vue sur ce bouquin, c'est que... on a une plume qui est très accessible. Le second truc, c'est que je trouve cette histoire d'amour entre ces deux femmes absolument
magnifique. Et alors, la fin, je m'attendais à tout sauf à ça. Autant il y a certains pans qui sont un peu prévisibles parce que, comme je dis, tu le vois venir, l'entretien d'embauche, tu vois, Mais alors, je m'attendais pas à un dénouement comme ça, moi. Je ne connaissais pas l'autrice, je la découvre. Alors, il semblerait que ce soit son premier roman à définir, je suis pas sûre, mais je découvre cette autrice et j'ai passé un très bon moment. Étonnamment, parce que je partais vraiment en me disant, bon, allons-y. La plume est en même temps fluide, intense et passionnée, et c'est une bulle d'émotion, en fait, dans la vie... chamboulée, voire bouleversée de deux femmes. Surprise moi-même, mais est-ce que je vous recommande dans la prochaine, je serai à l'heure d'Eva Barthez? Mais bien sûr que oui. Pour le livre suivant, et quand je vous dis que je sors parfois un peu de mon registre et que j'arrive à découvrir des choses qui me sont plutôt plaisantes, des registres qui me sont plutôt plaisants, nous allons parler de ce livre qui est donc Le Prince de l'autre monde par l'autrice Orlan Grey, paru aux éditions Adictasie. Bah pareil, écoutez, je suis en train de muter en cuculapraline parce que j'ai kiffé, hein. J'ai kiffé. Je crois plutôt qu'il y a des instants comme ça, je trouve que nos instants de lecture sont très cohérents avec l'humeur du moment. J'ai besoin, je pense, un peu plus en ce moment d'évasion, de légèreté, et donc je lis des choses qui me sont légères, un peu moins de thrillers, de trucs qui sont lourds, parce que l'actualité suffit. Charlotte a une vie qu'on pourrait qualifier de quelque peu routinière, transport, boulot, métro, boulot, dodo, comme on dit. On sent que tout lui paraît fade, voilà, les jours passent et se ressemblent, même amicalement, c'est pas le top. On comprend dès le début que ses amis la prennent un peu comme la dernière roue du carrosse, comme on dit. Et un jour, elle a fini sa journée de travail aussi dans lequel elle est plus qu'exploitée. Elle rentre chez elle et un moment d'inattention fait qu'elle est percutée très violemment par une voiture. Hop, blackout total. Et elle se réveille. Un peu dans le brouillard, hein, elle se réveille dans ce qu'elle croit être une chambre d'hôpital, mais très vite, elle va entendre au niveau des sons des choses qui lui sont pas du tout familières. Enfin, elle ouvre légèrement les yeux, elle entreaperçoit un décor qu'elle ne connaît pas du tout, et pour cause, puisque Charlotte se réveille, certes, mais n'a plus rien de Charlotte, à part sa mémoire, ses souvenirs, mais Charlotte se réveille dans un corps qui n'est pas le sien, un physique qui ne lui appartient pas. Elle se réveille dans le corps de Lucinia, dans une époque que je situerais 19e siècle. Plusieurs problèmes se posent, et pour cause, c'est que tout le monde connaît Lucinia, mais Charlotte, qui est maintenant dans le corps de Lucinia, ne connaît rien de Lucinia. D'autant plus dans une époque où les codes n'ont absolument plus rien à voir avec nos codes actuels. Donc, il va falloir que Lucinia, la nouvelle Lucinia, apprenne à tricher et à être une parfaite ancienne Lucinia. D'autant que Lucinia, donc, dans l'époque au 19e, ça fait près d'1 an qu'elle est dans une sorte de coma, que personne ne s'explique le pourquoi de ce long coma, que de base, elle n'aurait fait qu'une chute de cheval. Mais il y a eu 1 an de coma, personne ne se l'explique, on l'avait presque déclarée morte, et là, c'est le réveil. Donc forcément, entre Charlotte qui se réveille dans le corps de Lucinia, c'est compliqué hein, de suivre le truc, et la famille qui est contente de retrouver leur Lucinia, alors que ce n'est plus du tout leur Lucinia, c'est un peu chaud. Ah, c'est un peu chaud. Et puis, comment s'adapter à une époque où t'as pas du tout les codes, primo, où physiquement, d'après ses mots, elle n'a rien à voir avec ce qu'était Charlotte, et donc va devoir s'adapter du fait de passer du statut de la copine, de la pote sympa, à celle que l'on convoite à tout bout de champ, et surtout à une époque où la femme n'est bonne qu'à marier et à s'occuper de la descendance. Quand c'est compliqué, il faut que ça se complique encore un peu plus. Les choses vont devenir encore plus complexes quand elle va croiser le regard, le chemin du prince héritier.
Oh, alors quelle merde les amis. Oh là là, on est dans une merde. Non mais sérieux. D'autant que, pardonnez-moi de vous demander pardon, mais c'est pas comme si le prince héritier était indifférent au charme de la demoiselle. Ah, ça nous fout, ça nous flanque une pression, je te raconte pas. Il va y avoir les jalouses, une en particulier, mais les jalouses qui lorgnent sur le prince héritier. L'autre, elle était presque morte, il n'est pas question qu'elle vienne nous prendre la place. Donc les jalousies, les coups bas, tu vois, tous ces trucs-là. Et puis, il n'est absolument pas envisageable un seul instant que le prince héritier puisse s'enticher justement de cette Lucinia qu'on avait limite déclarée morte. Oh, ça va. La place était à nous, tu dégages. J'ai adoré cette lecture, je vais pas aller plus loin, pareil, parce que si je vais plus loin, bah, je vous spoil le truc, mais j'ai adoré cette lecture parce qu'elle m'a fait l'effet d'une... Tu sais que je mettais une robe, un voyage dans le temps avec les coutumes, les beaux tissus, les tissus somptueux, tout ce qui était de l'ordre de l'odieuse félonie. J'ai adoré ce voyage comme ça, les balles et tout. Ah, je me voyais déjà descendre là, les grands escaliers avec ma belle robe bleue. Là. Je fais ce que je veux. Si je veux la robe de Cendrillon, je fais ce que je veux. Avec ma robe bleue, portant un coiffu pailleté, là, avec diadème et tout, et descendre des escaliers. Mon prince, oui. Oh là 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 là, je me voyais déjà. Puis prenez en compte, ou c'est là que je vous laisse en plan, comment va se sortir Charlotte Lucinia de ça. Comment elle va pouvoir revenir dans son temps à elle, dans son époque. Est-ce que c'est possible déjà? De quoi il s'agit? Et c'est là où on va saupoudrer un peu le truc de magie noire. De quelle magie parle-t-on? Qu'est-ce qui va-t-il pas se passer avec le prince héritier? Alors, pardon mon petit cadet, hein, mais pour ma part, là, actuellement, tu prends tout ça, là, tout ce que je t'ai dit, les tissus, la magie noire, sorcière, machin, les robes, les balles, le prince, machin, la jalousie, félonie, tu fous ça dans un checker, tu secoues, et tu obtiens un truc qui t'attrape et qui te lâche pas. Donc, par conséquent, est-ce que je vous conseille Le Prince de l'Autre Monde de l'autrice Orlan Grey? Ah bah grave, non mais grave, Pensez à la descente des marches avec la robe, les robes qui pesaient 114 kilos, là. Enfin, là, avec le corps actuel que j'ai, ça ferait plus grosse pièce montée, mais j'ai le droit, hein. J'ai vraiment le droit, j'ai le droit de rêver. Je me vois avec la robe bleue ou jaune au demeurant une histoire éternelle. J'ai le droit, laissez-moi. Changement d'ambiance, livre suivant. Le tome 2 de Vous êtes cordialement invité d'Alex Seul. Et là, on va partir au couvent des Pascalines aux éditions Bouquelis. Écoutez, étonnamment, je vais être très brève sur ce que je pense du tome 2 de Vous êtes cordialement invité, parce que si vous connaissez mon avis sur le tome 1, donc concernant le manoir de Beaunon, j'ai exactement le même avis pour le tome 2 que j'ai pour le tome 1. Je vais m'expliquer. J'ai adoré le tome 1 pour sa mécanique, pour ce qui s'y passait et pour la mise en place. J'ai adoré le tome 1. J'ai adoré tout autant le tome 2 puisque, à part le lieu qui change, l'arrivée de nouveaux personnages et, on va dire, une thématique fantôme, machin, esprit, c'est exactement la même mécanique qui est reprise pour ce tome 2. On a des temporalités différentes, et ça, vous savez à quel point j'affectionne ça. Ici, on en a 3, et des temporalités qui, comme dans le tome 1, le manoir de Beaunon, finissent par se rejoindre. Ces temporalités différentes permettent vraiment de comprendre le pourquoi, déjà, pourquoi on en est là, mais aussi de creuser un peu les personnages. J'adore ce procédé-là, et là, je vous le dis, le procédé est vraiment identique. D'ailleurs, la structure du récit est assez similaire à celle du tome 1, et c'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire, parce que justement, ça te permet de retrouver la même ambiance qu'on avait affectionnée pour le tome 1. Donc c'est pas du tout péjoratif, au contraire, tant mieux, parce que ça garde ce goût unique qu'on a eu dans le manoir de Beaunon. En conclusion, c'est pour ça que je passe rapidement parce que j'ai vraiment la même approche. Est-ce que je vous recommande le tome 2 de Vous êtes cordialement invité, le couvent des Pascalines d'Alex Seul? Bah oui, si vous avez lu le tome 1 et que vous avez pris plaisir, le 2 c'est exactement... J'ai pris le même plaisir en lisant les deux bouquins.
On va retrouver un petit peu des vampires, mais des vampires là qui n'aiment pas qu'on dise d'eux qu'ils sont vampires. Avec ce livre Eternus de l'autrice Anna Wendel, de Crocs et de sang. Il s'agit d'un tome 1 et qui est paru aux éditions Dreams Éditions. Nous rencontrons Sherine Weber. Alors déjà, petit aparté comme ça, j'adore le prénom Sherine, je trouve ça très beau en bouche. Sherine, je trouve ça hyper beau. Bref, nous faisons la connaissance de Sherine Weber ainsi que de son frère Joran, qui sont, je crois, savoyards d'origine et fraîchement arrivés sur Paris, dans l'idée d'avoir une accessibilité à l'emploi concernant Sherine. Elle prend tout à bras le corps, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu dans tous les domaines, et que ce qu'elle espérait plus facile va s'avérer être plus compliqué qu'escompté. Dans la mesure où déjà, elle n'arrive pas à trouver de boulot, elle est journaliste, elle va d'entretien en entretien, sauf qu'elle tombe sur... on assiste à un des entretiens d'embauche où elle tombe sur un recruteur, voilà, un salopard pervers qui lui dit « Moi, je veux bien t'embaucher, mais en contrepartie, il va falloir, mademoiselle, participer, s'il te plaît, hein ?» Et pas de la façon la plus cordiale. Bref, Sherine, elle sent que tout lui échappe et elle a ce truc d'être... alors, c'est trop, hein, mais elle est hyper protectrice de son jeune frère, mais vraiment jusqu'à l'étouffer. Hein. Et elle constate que tout fout un peu le camp parce que son frère commence un peu, selon elle, à déraper, à avoir des fréquentations un peu bizarres. Et très vite, elle en vient à soupçonner que son frère se serait peut-être fait alpaguer par une secte. Donc, elle décide presque... à se mettre en danger, limite, hein, mais elle décide de commencer à mener l'enquête et de ne pas laisser son frère tomber entre les griffes d'une hypothétique secte. Vient alors l'entrée en scène de Scorpio, un jeune homme de 156 ans, dit comme ça, bon, mais c'est vrai que l'histoire de Scorpio est un petit peu plus triste et pathétique, puisque Scorpio, c'est un nom pour l'organisation, mais Scorpio est mort à l'âge de 12 ans, après une courte vie de maltraitance et d'abus en tout genre par sa mère nourricière. Il est ramené à la vie par le grand maître Draco. Il est ramené à la vie, si on peut appeler ça comme ça, mais pour intégrer la branche des assassins de l'ordre du Temple, le Cercle Écarlate. Donc en gros, même si eux n'aiment pas du tout qu'on les affuble de l'étiquette vampire, ce sont des vampires qui ont installé leur organisation dans les catacombes de Paris. Bah déjà ça, le décor est planté. La particularité de Scorpio et de ses compagnons au demeurant, c'est qu'ils sont complètement dénués d'émotions. À partir du moment qu'on les a ramenés à la vie, si on peut appeler ça comme ça, ils ont fait taire leurs émotions. Donc ils n'éprouvent rien, en sont dénués. Jusqu'au moment où Scorpio, en présence de Sherine, ressent des choses qu'il n'avait pas ressenties depuis des décennies et des décennies. Et lui, tout de suite, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est cette nana pour réveiller des choses en moi qui étaient complètement endormies? J'ai beaucoup aimé cette lecture parce que déjà, on parle de Paris, on parle de catacombes bien lugubres, bien sombres. Je trouve que la façon d'amener les Eternus, donc qui signifie éternel en latin, c'est très bien amené parce que on est sur du vampire, nous on l'a compris, mais en même temps c'est pas tellement la même mécanique que le vampire que nous on peut connaître notamment en littérature et autres. L'univers, selon moi, est exquis, les Eternus sont fascinants. On a des détails et des descriptions qui sont, je trouve, hyper importants pour l'histoire. Le profil de chacun des personnages est hyper bien développé par l'autrice et merci parce que c'est pas toujours évident quand on parle comme ça de vampires, de créatures, c'est pas toujours évident de développer
d'un point de vue psychologique. Là, on a quand même les tenants, on a les aboutissants évidemment, mais on a surtout les tenants, de quoi on part, pourquoi. Il y a une force de caractère dans tous les personnages, même si parfois Chérine est un peu agaçante avec son overprotection pour son petit frère, mais il y a une force de caractère et il y a surtout beaucoup de résilience dans chacun des personnages. Parce que si vous lisez ce livre, par rapport au personnage de Scorpio, il y a des passages qui sont très compliqués à lire. En conclusion, est-ce que je vous recommande Aeternus d'Anna Wendel? Bah, carrément. Pareil, c'est une lecture qui... c'est addictif, ça se lit bien, ça se lit vite, c'est accessible. Il y a encore une différence parce que tu peux te dire ouais, livre de vampire, on a compris, mais il y a cette nuance qui fait que eux, par exemple, faut pas leur dire hey, toi le vampire viens ici, parce que je peux te dire que ton espérance de vie se raccourcit rapidement. Le livre suivant, alors là je vous avoue que c'est un auteur que je ne connaissais pas du tout et que c'est la 4e de couverture et ma curiosité surtout qui m'ont poussé à découvrir cet auteur. On va parler de Boualem Sansal avec son livre Vivre qui est paru aux éditions Gallimard. Donc Vivre J-780 je crois. En tout cas, le compte à rebours. Voilà. Ça va pas être évident pour moi de parler de ce livre parce que je suis restée très dubitative à l'issue de ce livre. Roman d'anticipation pour sûr. Science-fiction sûrement. Déjà, d'entrée de jeu, bon... on allait vers quelque chose qui est pas trop ma came. La construction du roman, si tu veux, elle tient sur un compte à rebours qui nous annonce quelque part la fin du monde qu'on connaît, qui nous annonce une fin du monde J-780. Clair, net, précis. C'est là où on commence un peu à me perdre, donc autant dire qu'assez tôt dans le livre, Paolo rêve, ou du moins, devrais-je dire, reçoit un message d'une entité intelligente, je ne sais pas trop comment qualifier ça, reçoit en tout cas un message en rêve qui ne sait pas trop comment interpréter. Sauf qu'un événement dans sa vie au quotidien, je crois qu'il sort du métro à ce moment-là, et il y a un autre signe qui lui fait comprendre que ça vient conforter en fait le message de son rêve. Et donc il reste 700. Alors au deuxième indice, au deuxième message, c'est J-763, je crois. Je ne serais pas affirmative, mais en gros, il reste à peine moins de 800 jours avant la fin du monde. Et semble-t-il que Paolo ne soit pas le seul à être appelé, puisque d'autres personnes sont appelées dans le but de... j'espère pas être à côté de la plaque parce que j'espère avoir bien compris, mais en tout cas de ce que j'ai compris, d'autres personnes sont appelées afin de sauver l'humanité, sont contactées par des extraterrestres afin de sauver l'humanité de cette fin du monde. Alors la complication va être assez claire, c'est que ça va se faire à bord d'une sorte de vaisseau spatial qui ne pourra embarquer dans son enceinte que la moitié de l'humanité. Donc la mission des appelés va être de trouver la bonne façon de recruter les élus, ceux qui vont pouvoir embarquer à bord du vaisseau. Alors, va se poser, tu te doutes que vont se poser plein de questions, qui, quoi, comment, parce que, pourquoi. Bon, comment je vais approcher ça? L'auteur a des prises de position bien tranchées, bien assises, et normalement, cet état de fait ne me pose aucun problème. Bien au contraire. Moi, j'aime bien savoir où on va, ce qu'on fait, pourquoi, comment, parce que, voilà. Sauf que là, mon problème, une fois de plus, qui n'engage que moi, mon problème se pose au niveau de l'intention de l'auteur. Dans ses prises de position, quelles sont les intentions de l'auteur? C'est là où je suis un peu plus mitigée. Il y a, si vous voulez, dans ce livre, des sujets qui sont approchés, parce que je vous rappelle qu'il s'agit de sélectionner les élus qui auront le droit et le privilège de monter à bord du vaisseau. Il y a des sujets qui sont, je trouve, très importants, en tout cas très sérieux, par rapport à, globalement, ce qui pourrit notre société actuelle. Ok,
Il y a des sujets qui sont importants et qu'on doit mettre sur le tapis et dont on doit parler. Ok. Mais c'est-à-dire que tout y passe et rien n'est épargné. Et donc, ça provoque chez moi l'envie de vous dire que ça a mis un gros frein à mon enthousiasme de lecture qui en était au début, ok, extraterrestre, vaisseau, machin, mais l'idée, elle se tenait. Jusqu'à certains passages de lecture où j'ai ressenti ce mode, alors peut-être que ce n'est applicable qu'à moi, mais j'ai ressenti un peu ce mode vide ordure. On vide un peu la merde, quitte à aller sur des sujets qui ne méritaient pas qu'on fasse caca dessus. Et donc, cette façon de faire, ce procédé-là, induit que j'ai trouvé, moi, en tant que lectrice, j'ai trouvé qu'il y avait un trop-plein de dénonciation. Et que trop, c'est trop, toujours selon moi. Néanmoins, il s'agit quand même de rester objectif. Je trouve que malgré les sujets avec lesquels je suis pas d'accord, c'est même pas que j'aime ou j'aime pas. Là, c'est une question d'adhérer ou pas aux idées de l'auteur par rapport au fait de devoir choisir. Voilà, à travers le choix par le biais des appelés, il y a quand même, je pense, des idées de l'auteur. Donc, il n'est pas question d'aimer ou pas, chacun est libre de ses idées, mais je trouve quand même qu'il y a un style d'écriture et une plume qui sont hyper intelligentes. Voilà, faut quand même remettre les choses, voilà, faire preuve d'objectivité. Maintenant, je vais conclure là-dessus, sur ce livre. Je ne vais pas vous dire si je recommande ou pas ce livre Vivre de Boualem Sansal. Je ne peux pas. Sur ce livre-là, c'est pas possible. Ce que j'ai à en dire, c'est de lire ce livre si jamais l'idée, l'envie, vous avez l'envie, et de vous faire vos propres idées sur les sujets. Parce que bien évidemment, des sujets qui me semblent pour moi être dans la dénonciation peuvent ne pas en être pour vous. Voilà pourquoi c'est un peu complexe de faire un retour sur ce type de bouquin. Et enfin, on va faire une flash Gordon sur ce livre, qui est le livre de colis, donc le tome 1, qui s'appelle Rempart de Mike Carré, paru aux éditions La Talente. Je ne vais rien dire, on va faire poker face. Je ne vais rien dire sur ce livre, je l'ai terminé, mais c'est un livre sur lequel nous débattrons avec Gwen et Hello, puisqu'il s'agit du livre de la lecture commune proposée par Elodie. Donc, le masque du rien du tout. Venons-en au fait que cette vidéo chronique lecture soit la dernière chronique lecture sur ma chaîne. Le fait est que je prends beaucoup de plaisir à tourner ces chroniques lecture, à vous faire des points lecture, à vous faire des retours lecture. Et j'ai envie de garder ce plaisir que je prends à tourner des choses en lien avec la lecture. Et j'ai peur que sur un court voire moyen terme, je ne prenne plus autant de plaisir puisque, comme je vous le dis, on va appeler un chat et que ça pique un peu de prendre autant de plaisir et de voir que ce plaisir n'est pas du tout partagé sur YouTube. Il y a les fidèles au poste et grand merci parce que vous lâchez pas la rampe, mais il y a aussi que je sens de plus en plus que la lecture, c'est pas du tout le délire ici. Et je suis quand même bien obligée de le prendre en compte. Et moi, j'ai envie égoïstement de garder mon plaisir. Et donc, je me suis dit, crée-toi un coin ou sois dans ton coin avec ta lecture. Et comme on dit dans le jargon, qui même me suivent. J'ai d'abord pensé à une chaîne Twitch. Et très vite, je me suis dit, arrête ça parce que tu vas galérer avec les commentaires, parce que Twitch, ça peut très vite être tout et n'importe quoi. Et de toute façon, Twitch, tu ne peux pas supprimer les commentaires, donc c'est pas possible. Est venue ensuite l'idée d'une chaîne, une chaîne secondaire dédiée à la lecture. Non, parce que je ne me voyais pas créer une chaîne où, une fois encore, on parle de lecture et où je serais obligée, bon gré mal gré, de supprimer les commentaires. Donc, j'ai décrété que mon coin lecture qui se trouve sur Instagram via le profil Éclat de lire me servirait à faire ma lecture. Donc, je vais par conséquent faire prendre vie, mais vraiment vie, à ce compte lecture Éclat de lire sur Instagram. Ce que j'envisage, c'est d'y faire beaucoup plus de ce qu'on appelle les Reels, de réels, voilà, pour faire des retours livres. J'envisage de temps en temps, quand il y a vraiment une lecture coup de cœur, pourquoi pas de lancer un live.
Alors, j'aurai ma façon de faire et je saurai vous dire comment ça va se passer quand je lancerai un live sur ce profil lecture. Je précise que ce sera un profil, c'est un profil déjà, où je ne parle que lecture. Il n'y aura pas d'échappée. C'est vraiment que la lecture. S'il n'y a pas d'échappée, il n'y a pas d'échappée nulle part. Et surtout, en termes de commentaires dégueulasses, c'est beaucoup plus simple de gérer ça sur Instagram. J'ai envie de proposer des challenges, ce que je n'ai jamais fait, les challenges lecture. J'ai envie de proposer aussi des lectures communes avec vous, pourquoi pas sur des bouquins que vous me proposez. Voilà, j'ai envie de faire des lectures communes avec vous. J'ai vraiment envie de faire prendre vie à cet espace dédié à la lecture. Et au moins, je pense que si tu n'en as rien à carrer de la lecture, tu ne vas pas aller sur ce profil Instagram. Donc, je pense vraiment que ça peut créer une sorte de cocon dédié à la lecture. Et moi, toujours très égoïstement, je garde mon plaisir de faire. Parce qu'évidemment, par le biais de réels qui ne feront pas 1 minute 30, qui ne feront pas non plus 15 minutes, mais au lieu de faire une grosse chronique lecture de 1 heure, dès que je finis un livre, je prends du temps, je vous tourne un petit réel et bam, je balance ça dans les réels. Même si ça fait 5, 6, 7 minutes, ce sera dans les réels à chaque livre terminé. Donc, quoi qu'il en soit, il y aura toujours du retour livre, sauf que j'ai vraiment l'envie de me créer un espace dédié à ça et arrêter sur YouTube parce que même si je prends plaisir et même si quand ça veut pas, ça veut pas. Ce qui restera sur la chaîne en termes de lecture, ça restera vraiment la lecture commune avec les filles parce que vous vous doutez bien que je ne vais pas tourner des lectures communes pour les balancer sur Instagram. Ça n'a vraiment aucun sens, mais c'est vraiment ce qui subsistera en termes de lecture. Donc, c'est-à-dire quoi, 1 fois l'année, 2 fois l'année, peut-être les lectures communes avec les filles quand c'est mon tour sur ma chaîne, mais ça s'arrêtera là. Alors, je sais que ceux et celles qui n'ont pas de compte Instagram vont me dire « Et nous, on sent la vache qui rit ». Que vous dire que là, j'ai pas de réponse à ça. Je vais certainement pas vous forcer à vous créer un profil Instagram si vous en êtes pas. Mais j'essaie aussi de, moi, faire en sorte de me sentir bien, de continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais. Et je sais que d'ici peu, si je perdure à parler lecture sur cette chaîne, je sais que ça va me gonfler la nouille. Je me connais, je sais comment je fonctionne, sans être dans la victimisation. C'est du temps quand même, les vidéos lecture, c'est du temps, c'est du cœur me concernant. Et ça fait un peu de peine quand on voit que... de l'autre côté, c'est pas reçu comme on le voudrait. Voilà, on va pas tergiverser, hein, c'est comme ça aussi que ça se passe. Donc voilà, autant être très clair avec vous et vous dire les choses telles qu'elles sont plutôt que vous broder et vous dire tiens, j'ai eu l'idée de... Non, voilà, il y a en partie, il y a ça aussi. Il y a le plaisir, il est sympathique quand il est partagé, complètement partagé. Mais c'est vrai que là, les bouquins, c'est très compliqué. Ici, c'est très compliqué. Toujours est-il que je vous mets tout ça en barre d'infos, le compte Insta sur lequel ça va se passer. J'ai épuré tous les livres que j'ai lus, donc je repars de zéro sur Insta. Donc très régulièrement, il y aura des petits retours, des petites choses sur Insta. J'ai commencé un peu à réfléchir comment je vais dégoupiller tout ça. Mais voilà, donc c'était la dernière chronique lecture ici et cette fois c'est la bonne. Il y aura pas de retour parce que j'ai voulu, je prends beaucoup de plaisir, je vous l'ai dit à faire ça, j'aime beaucoup tourner ce genre de vidéos, mais il faut aussi se poser les bonnes questions. Et étant donné que ça ne me trouve pas le séant de faire tout sur Instagram, franchement, je vous jure, je pense, ça va apporter, pour moi, ça va m'apporter un nouveau souffle en termes de partage de lecture et de livres. Donc finalement, j'ai sentiment de m'y retrouver. Voilà. Bref, on va clore là-dessus. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Et puis, merci pour ceux et celles qui n'ont pas lâché la rampe, merci d'avoir partagé avec moi ces instants de retour de lecture. Des bisous.